Madame Buisson, je voudrais d'abord vous dire tous nos remerciements d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Tous nos remerciements d'abord parce que je sais quelle est votre charge et que vous êtes bien souvent, par Mons et par Vaux, sollicité de toutes parts. Le fait que vous nous rejoigniez ce soir montre l'intérêt que vous portez pour les formations et les étudiants et étudiantes qui les suivent et qui sont des étudiants de Master 1 et de Master 2, dont l'origine est diverse. C'est ce qui fait toute la richesse du public qui va vous écouter avec une très grande attention. Je voudrais vous remercier aussi parce que le thème que vous suggérez est un thème qui s'inscrit dans une responsabilité fondamentale et centrale. Vous vous intéressez plus particulièrement au tourisme des Français en France et sans vouloir révéler les échanges que nous venons d'avoir, vous avez souligné à la fois quel en était l'enjeu et en même temps le côté insécable de l'ensemble de la dimension touristique, opposée ou en tout cas distinguer trop la dimension internationale et la dimension nationale atteint très vite ses limites. Donc beaucoup de curiosité à l'endroit de ce que vous allez nous dire, beaucoup d'intérêt et comme la veut l'usage de ces rencontres des jeudis du cluster, une part de présentation et puis une part de débat dont je suis certain qu'il sera particulièrement dense, simplement freiné par la nécessité que nous devons impérativement libérer les lieux aux alentours de 19h45. C'est pourquoi je ne vais pas m'exprimer plus longtemps et donner la parole à Nathalie pour la présentation plus précise de votre intervention. Merci en tout cas, au nom de toutes celles et de tous ceux qui sont là. Merci Bernard. Donc, on a beaucoup entendu parler ces dernières années de fracture sociale. On doit ce terme à Marcel Gauchet, mais il a été popularisé par Emmanuel Todd à la fin des années 90. Le terme a ensuite été décliné. On a alors parlé de fracture technologique, de fracture énergétique. Maintenant, on parle de fracture touristique. Parler de fracture, c'est faire apparaître des inégalités d'accès qui prennent la forme d'exclusion. La fracture touristique concerne donc l'exclusion en matière de départ en vacances et de pratique de loisirs. Preuve de l'importance du phénomène, la catégorie statistique des non-partants est devenue une mesure de cette exclusion touristique. D'abord marginale, cette catégorie ne cesse de croître. Comment en est-on arrivé là, au point de remettre en question le droit aux vacances ? Ce droit a été acquis de longues luttes en France sous le Front populaire en 1936 avec l'instauration des congés payés. Ce principe sera généralisé à de nombreux pays et repris dans 3 textes internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dans son article 24, le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux de 1966 dans son article 7 et la Convention internationale des droits de l'enfant dans son article 31. Cependant, dans ces 3 textes, le terme de vacances et de tourisme ne sont pas mentionnés. Du point de vue du droit international, le droit au tourisme n'existe pas. Seul l'article 7 du Code mondial d'éthique du tourisme fait exception. Il stipule dans son alinéa 1 que la possibilité d'accéder directement et personnellement à la découverte des richesses de la planète constitue un droit également ouvert à tous les habitants du monde. La participation toujours plus étendue au tourisme national et international doit être considérée comme l'une des meilleures expressions possibles de la croissance continue du temps libre et ne doit pas se voir opposer d'obstacles. Si lutter contre la fracture touristique revient à rendre effectif le droit aux vacances, un peu de recul peut nous aider à comprendre la spécificité de notre époque et l'enjeu de cette fracture pour le secteur du tourisme. Car le problème a changé.
Il ne s'agit plus d'initier une classe sociale au tourisme, il s'agit de repêcher les nouveaux exclus du tourisme. Dans le premier cas, il s'agit de porter le développement d'un secteur. Dans l'autre, il s'agit de maintenir les débouchés d'un secteur pris dans la tourmente de la crise. Développons. En 1936, les congés payés sont considérés comme une extension du droit au travail. C'est un jour non travaillé et payé. C'est un acquis qui renvoie à une conquête sociale de la classe ouvrière. Mais entre obtenir le droit au congé payé et partir en vacances, il peut y avoir un fossé. Léon Blum et Léo Lagrange vont savoir encadrer les départs. Ils vont mettre en place des politiques sociales pour aider ceux qui n'avaient pas l'habitude de prendre des vacances. Ces politiques ont contribué à démocratiser le loisir et ont constitué un soutien au secteur touristique émergent. Notons que l'objectif portait aussi un idéal, celui de créer une civilisation nouvelle. Comme l'écrivait Léon Blum en 1936, tout fait sentir qu'en France, la condition humaine s'est relevée. Par la suite, croissance et modernisation aidant, le tourisme va se développer sous deux grands angles. Celui du tourisme social, porté par le mouvement associatif et syndical, et bien sûr largement subventionné. Et puis il y a celui du tourisme commercial, que vous connaissez davantage. Au XXIe siècle, lutter contre la fracture touristique, c'est se demander comment relancer ou maintenir la pratique du tourisme pour des populations en voie de déclassement, en particulier les classes moyennes. Les politiques sociales, qui jusque-là ont plus privilégié la subvention à la pierre ou les aides aux plus démunis, sont en mal d'inspiration. Il faut dire que la situation est inédite et que le secteur du tourisme en fait les frais. Considéré comme une consommation résiduelle, le tourisme est le poste budgétaire qui est réduit ou sacrifié lorsque les difficultés financières se font sentir. Lutter contre la fracture touristique, c'est donc soutenir l'activité du secteur. Mais, comme en 1936, c'est aussi faire du tourisme le support de nos choix de société. Hippolyte Taine n'a-t-il pas écrit que l'on voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées? Merci. Voilà, tout est dit. Donc, vous pouvez poser les questions. Bon, je m'appelle Claudie Buisson, je suis ce qu'on appelle un haut fonctionnaire à Bercy. Voilà, un technocrate, ça se présente comme ça. C'est quelqu'un de normal, ou en tout cas qui essaye de le rester. Et de temps en temps, un ministre a une idée, comme vous l'avez évoqué, qui consiste à dire si on essayait de voir ce qui ne va pas et d'essayer de trouver les solutions pour l'arranger. C'est dans cet esprit que Madame Pinel, ministre du Tourisme, ministre de plein exercice du tourisme du premier gouvernement Ayrault, m'a demandé de lui remettre un rapport pour lutter contre la fracture touristique. Voilà pourquoi je suis là. Et voilà ce que je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement et le plus simplement possible. Alors, donc 7 points de PIB, c'est pas rien. Et sur ces 7 points de PIB, il y en a 2 qui sont représentés par le tourisme des étrangers en France. Donc, l'argent qu'ils dépensent dans notre pays représente 2 points sur ces 7 points de PIB. Et les 5 autres, ce sont nos concitoyens, et nous, et vous, je l'espère, qui, à l'occasion de vos vacances, contribuez à l'économie touristique par vos dépenses. Donc, c'est loin d'être négligeable. C'est loin d'être négligeable. Et ces 5 points de PIB, il ne faut absolument pas qu'on les perde. Or, on est en train de les perdre. Alors, ce qui est intéressant, ouais, voilà, s'il vous plaît, c'est quand même bête. Je peux pas arriver. On va changer de place. Indépendamment du poids économique du tourisme des Français, il y a un poids social très important. Alors je sais que vous êtes plutôt appelés à diriger ou des activités événementielles qui ne touchent pas nécessairement des Français très modestes, ou que vous êtes appelés à gérer des établissements hôteliers de rang élevé. Il n'empêche que pour nos concitoyens, qu'ils soient modestes ou aisés, les vacances, c'est un marqueur social extrêmement important, très important, plus important que dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, dans notre pays, les Français résistent au maximum pendant la crise et la dernière dépense qu'ils sacrifient, et ils l'ont malheureusement fait
en 2014, après avoir pu en conserver une partie en 2013 et en 2012, ils ont dû renoncer aux vacances pour un grand nombre d'entre eux. L'effet de la crise a fini par toucher aussi les dépenses des vacances. Mais c'est ce qui est arrivé en dernier. Quand l'INSEE essaye de mesurer le bonheur national brut, vous savez qu'en économie, on compte des chiffres, et puis on a essayé aussi avec un certain nombre d'économistes farfelus, comme M. Stiglitz, prix Nobel, ou M. Amartya Sen, prix Nobel également, on a essayé de mesurer non pas l'argent, mais le bonheur brut. Et quand on mesure le bonheur brut, on cherche d'autres indicateurs. L'INSEE a essayé de le mesurer, et l'INSEE a mis en évidence le fait que pour des Français, renoncer aux vacances, c'est la deuxième cause d'insatisfaction après le surendettement. Donc on voit que dans notre hiérarchie de valeurs, les vacances, le tourisme, pouvoir partir quelques jours avec sa famille, c'est quelque chose qui est très haut placé dans la hiérarchie des valeurs et qui est un élément de notre statut social. Renoncer aux vacances est vécu comme un déclassement. Je n'appartiens plus à la classe moyenne, où j'appartiens à la partie de la classe moyenne qui est en déclassement. Je pense que vous êtes au courant du fait qu'en ce moment, c'est un thème récurrent, le déclassement de la classe moyenne, le sentiment de déclassement de la classe moyenne. Eh bien, les vacances en font partie. C'est un marqueur très fort du sentiment de déclassement. Donc, les vacances, il y a aussi un intérêt social important. Si on peut passer au suivant. C'est là? Alors, c'est où? C'est là, d'accord, ok, merci. Alors, les vacances des Français, c'est un poids économique important, c'est un marqueur social important, et en termes de cohésion sociale, ce n'est pas complètement inutile dans le monde tel qu'on le vit aujourd'hui dans notre pays, avec beaucoup de repli sur soi. Il y a également un élément microéconomique auquel vous pouvez être sensible, quel que soit votre avenir professionnel dans le secteur du tourisme, c'est qu'on ne peut pas séparer le tourisme de nos concitoyens et l'attractivité touristique de notre pays. Pourquoi ? Parce que les vacances des Français sont beaucoup plus équitablement réparties sur l'ensemble de notre territoire que les vacances de nos voisins étrangers lorsqu'ils viennent. Les étrangers ont des lieux de prédilection, plus attractifs, plus équipés sans doute. Les Français se répartissent assez équitablement entre mer, montagne, campagne. Donc là, on a, et même urbain. Et là, on a quand même une population qui, quelque part, entretient une activité touristique un peu partout. Deuxièmement, le tourisme de nos concitoyens est un tourisme qui, parfois, est plus riche en emplois. Je m'explique. Lorsque vous avez des centres de vacances qui vont organiser pour des familles ou des enfants des activités de loisirs pour un prix équivalent à celui que fournirait, à celui pratiqué par un hôtel, eh bien vous avez une activité qui est plus riche en emplois. C'est un terme économique qui permet de dire que pour 1 euro investi, vous aurez un peu plus d'emplois créés que dans un autre secteur. Vous avez également un autre avantage, c'est que le tourisme des Français, comme on a vu qu'il se répartit assez équitablement partout, c'est un facteur de développement de zones dans lesquelles il y a une certaine pauvreté en activité. On voit bien qu'aujourd'hui, on a, je ne sais pas si certains d'entre vous sont originaires de zones rurales, mais vous savez bien qu'il arrive un moment où, à force de voir se fermer les établissements industriels, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'emploi. L'activité touristique est un relais intéressant. Et enfin, l'activité touristique de nos concitoyens est assez fortement orientée sur les produits locaux, pour des raisons d'éthique souvent, pour des raisons également d'économie. Le secteur du tourisme spécialisé sur l'accueil des Français est un secteur dans lequel on a très tôt développé les chaînes courtes, l'approvisionnement court. Et donc, il y a une dimension éthique, écologique et très favorable au développement local. Enfin, last but not least, le tourisme de nos concitoyens est moins sensible aux aléas géopolitiques que ne peut l'être le tourisme de nos voisins d'outre-Atlantique ou d'outre-Oural. Je vais prendre un seul exemple, mais j'ai discuté avec le maire de 2 communes de montagne qui vivent avec la clientèle russe depuis des années et qui se sont spécialisées d'ailleurs sur l'accueil de la clientèle russe, qui est une clientèle qui avait un très fort pouvoir d'achat et une propension à dépenser, y compris en cash,
je ne vous fais pas de dessin pour les commerçants, qui était fortement intéressante pour ces collectivités, pour ces communes de montagne. Sochi, premièrement, et la crise ukrainienne va leur faire énormément de mal. On commence déjà à se poser des questions sur la manière dont vont être remplis certains établissements hôteliers avec le repli de la clientèle russe. On a vu la même chose avec la clientèle des États-Unis il y a une dizaine d'années. On a une sensibilité aux aléas géopolitiques qui est plus importante et qui ne touche pas nos concitoyens qui vont en France et qui continuent à aller en France. Au contraire, ceux qui, jusqu'à présent, fréquentaient pas mal les pays du Maghreb risquent même de se replier un peu sur le tourisme français. Enter, voilà. Alors, c'est un segment qui est indispensable à l'industrie touristique. Monsieur de Saint-Giron l'a dit tout à l'heure en employant le terme d'insécable. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire de l'économie avec une activité ou un type de clientèle et puis se désintéresser totalement de l'autre. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir des établissements qui sont fréquentés par une partie de la population nationale, ça abaisse le point mort du secteur. Le point mort... je ne vous fais pas un cours de microéconomie, je pense que vous êtes tous tout à fait au point, mais vous répartissez vos charges fixes sur un nombre plus important de clients, bien vous abaissez votre point mort, vous améliorez votre rentabilité de base. Deuxièmement, vous maintenez un éventail de gamme. Il ne faut pas oublier que, y compris chez nos voisins européens, nous avons une partie de notre gamme de l'équipement touristique qui est extrêmement intéressante parce qu'ils ne se sont que très tardivement préoccupés de la clientèle dite modeste, et donc ils n'ont pas l'offre. Or, nous l'avons. Nous avons une offre adaptée à une clientèle on va dire, de budget diversifié qui existe et qu'on pourrait tout à fait mettre en valeur à la condition qu'on la maintienne en état de fonctionner. Ensuite, voilà, donc ça diversifie l'offre faite aux étrangers, et notamment, on travaille beaucoup sur l'attractivité des villages de vacances nationaux pour le public moyennement argenté de nos collègues de l'Union européenne. Et enfin, le tourisme de nos concitoyens contribue à la qualité de l'accueil. Paradoxalement, le phénomène de fierté, de connaissance de sa richesse touristique propre, le fait de la fréquenter, le fait de savoir en parler, est un élément extrêmement positif de l'accueil. Vous avez les spécialistes de l'accueil qui vont expliquer à nos collègues étrangers ce qui est bon de voir et qui vont leur organiser tout un tas de tours tout à fait intéressants. Ça durera un temps. Il va arriver un moment où nos collègues étrangers, comme nous quand on va à l'étranger, on aime bien laisser tomber le guide et puis aller découvrir un peu tout seul et aller à la rencontre du pays, y compris de ses habitants. Et le fait que nos concitoyens aillent en vacances, connaissent leur pays, l'apprécient, en soient fiers, ça contribue aussi à la qualité de l'accueil. Qualité de l'accueil au sens global du terme, l'attractivité d'accueil de notre pays. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Et pourtant, malgré tous ces merveilleux avantages à développer le tourisme de nos concitoyens dans notre pays, la fracture touristique s'aggrave. Elle s'aggrave, je vous donne quelques chiffres, vous les retrouverez sur mon rapport qui est en ligne sur le site du ministère. Lutte contre la fracture touristique, ministère des Finances, vous avez tout, y compris un petit résumé au début, et vous aurez tous les chiffres. 46% des Français ne partent pas ou plus. Alors, c'est comme les manifestations, il y a toujours une bagarre entre les chiffres donnés par les organisateurs et la police. Donc, on varie entre 35 et 46. En fait, 46, c'est lorsqu'on prend la définition internationale des vacances, c'est-à-dire 4 nuitées en dehors de chez soi. Et 35% de non-partants, c'est quand on admet que les gens qui partent un week-end, ça compte comme des vacances. Personnellement, au stade où on en est arrivé, je trouve que déjà plus d'un tiers de personnes qui ne partent jamais, pas une seule fois de chez eux dans l'année, c'est trop. La baisse s'installe. Il y a eu une période de croissance du départ en congé, de 36 jusqu'aux années 90 à peu près. Et depuis, la courbe a été plate et maintenant elle diminue.
la dégradation du nombre de départs remonte à peu près une dizaine d'années. Elle s'aggrave. Elle est en moyenne, sur les 10 dernières années, de 300 000 personnes par an. C'est-à-dire, chaque année, vous avez 300 000 Français qui ne partent pas, ou plus. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. 300 000 personnes. Et malgré ce qu'on disait tout à l'heure, des stratégies que les Français ont inventées en cherchant tous les bons plans, tous les bons coups pour partir en vacances quand même, en essayant de partir plus près, etc. Malgré toutes ces stratégies de contournement de la difficulté financière pour pouvoir continuer à partir, le phénomène s'est encore aggravé en 2014. Par ailleurs, l'écart entre les familles aisées et modestes s'aggrave. C'est-à-dire que les riches partent de plus en plus cher, de plus en plus souvent, et les pauvres partent de moins en moins. Ça, c'est pas propre au tourisme, hein. Voilà. Alors, parmi les causes de non-départ, on a grosso modo 2 grandes causes. Vous avez une première série de causes, 50% des non-partants, c'est pour des raisons financières. Ces raisons financières, c'est soit j'ai pas d'argent, soit j'ai pas d'argent cette année, mais j'économise pour l'année prochaine, soit j'ai pas d'argent pour les vacances parce que je me suis acheté un écran plat, ou soit j'ai pas d'argent pour partir avec mes enfants parce que je suis quand même arrivée à leur payer une colonie de vacances. Donc il y a la moitié des non-partants, c'est vraiment je ne peux pas financièrement, et l'autre moitié des non-partants pour des raisons financières ne sont pas des gens définitivement perdus. Si on arrivait à leur faire des offres qui soient financièrement abordables, ils partiraient, ils repartiraient. Voilà. Et puis il y a la moitié des causes qui ne sont pas financières. Et ça, c'est beaucoup plus subtil à identifier. Ce sont des causes qui sont liées à des phénomènes psychologiques comme l'autocensure. Les vacances, c'est pas pour moi. Je ne suis jamais partie, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je ne suis jamais partie à plus de 100 km de chez moi. Je ne suis jamais allée à la mer alors que j'habite à 150 km de la mer. Détrompez-vous, c'est extrêmement fréquent. Allez voir la France profonde, c'est comme ça que ça se passe. Le français n'est pas mobile, hein, et on le ressent. D'ailleurs, c'est l'une des difficultés sur la fluidité du marché de l'emploi. Cette faible mobilité, on la retrouve aussi sur les vacances. Je n'ai pas l'habitude de partir de chez moi, je ne pars pas. Mes repères sont très contraints, très étroits. Et je ne pars pas parce que je ne connais pas les offres abordables. Je m'imagine, parce que je vois à la télé Sex and Sun et toutes les publicités sur les vacances hors de prix, je m'imagine que les vacances, ça n'est que ça. Et donc je m'interdis d'y rêver, puisque de toute façon, ce que je vois dans la communication grand public, ce sont des choses qui sont inabordables pour moi. Donc je ne me pose même pas la question de savoir si je vais trouver une offre abordable. Il y a vraiment beaucoup d'autocensure. Alors, il y a pas mal de contraintes domestiques. J'ai une personne âgée dans mon environnement. J'ai un chien ou un chat. Mon bébé est tout petit. Voilà. Ça, à la limite, ça fait partie de la liberté individuelle. Et puis, il y a des gens qui ne partent pas parce qu'ils sont bien chez eux. Et c'est aussi leur droit absolu. Enfin, quand même, parmi tout cela, je pense qu'il y en a un certain nombre qu'on pourrait, si on les aidait un petit peu, arriver à accéder aux vacances sans forcément casser la tirelire ou abandonner, la mamie. Ça, c'est un schéma qui est assez compliqué. Je pense que vous allez diffuser les transparents, peut-être. Voilà. Je vous donne c'est une manière de présenter les difficultés, les entraves au départ, qui a été faite par un universitaire qui s'appelle Gilles Kerr, qui est un spécialiste à l'université de Poitiers de la question du tourisme, et notamment du tourisme des Français modestes. Il a fait une étude sur la base de chiffres INSEE, qui malheureusement sont des chiffres assez anciens, en disant, voilà, la personne moyenne, c'est la situation de référence, c'est une femme en région parisienne dont le mari est cadre ou cadre moyen, qui n'a pas de jardin, qui n'a pas de chien, pas de chat. Celle-là, dans 23% des cas, elle ne part pas. Ça, c'est la situation moyenne. Et puis, chaque fois qu'il y a un élément qui diffère dans le profil de cette personne, situation de référence, on regarde l'impact que ça a sur le départ en vacances. Et on voit que ce qui a l'impact le plus important pour renoncer aux vacances, c'est l'âge. Il est clair qu'au-delà de 75 ans, on ne part plus. Encore qu'au mot, j'ai bien l'intention de continuer à partir, mais enfin bon, voilà. C'est le facteur le plus discriminant.
l'un des facteurs, à l'inverse, qui est le plus favorable aux vacances, en tout cas qui fait qu'à situation égale, on partira plus, c'est le fait d'avoir des revenus élevés, 4e quartile de revenus, d'être un cadre, d'habiter l'Île-de-France et d'avoir une résidence secondaire. Voilà. Vous pouvez lire ce tableau de cette manière. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai expliqué, hein? Par rapport à une situation de base, on classe les différents facteurs et on voit lesquels ont le plus ou le moins d'impact sur le départ en vacances. Et on voit qu'il y a des éléments financiers, hein, c'est le quartile de revenus, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui comptent, qui sont plutôt des éléments de position sociale ou des éléments de conditions de vie ou culturelles. Alors, parmi les causes structurelles, donc ça, c'est les causes individuelles, il y a des causes structurelles qu'on a vu se mettre en place progressivement. Il y a premièrement l'accroissement du coût des vacances par rapport au coût de la vie et par rapport à une tendance qu'on appelle la précarisation. Je vous ferai un petit schéma juste après pour vous illustrer cela en comparant le coût de la vie en général et le coût de la vie sur les lieux de vacances. Vous allez voir, c'est flagrant. Il y a un deuxième élément qui joue très très fort depuis une dizaine d'années, c'est l'augmentation du coût des transports qui est considérablement décorrélé de l'augmentation du coût de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller en vacances, la moyenne, c'est 500 km de chez soi, en moyenne, hein, les comportements. Aller en vacances à 500 km de chez soi, ça a un coût qui est 3 fois plus élevé qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est dirimant. C'est-à-dire que le coût du transport, quels que soient les efforts qu'aient pu faire les transporteurs, aujourd'hui, c'est un obstacle majeur. On a essayé de travailler avec la SNCF et Idébus, notamment pour voir si on pouvait faire quelque chose. C'est assez compliqué parce que c'est un phénomène, une augmentation structurelle, le coût du transport. On a des raisons importantes aussi, qui est que l'offre abordable n'est pas connue. Je vous ai dit tout à l'heure, on s'interdit de rêver aux vacances parce qu'on ne connaît pas l'offre abordable. Elle est connue, mais elle est connue dans un milieu relativement limité. C'est le milieu des comités d'entreprise, c'est le milieu des aides aux vacances, c'est le milieu de l'Agence nationale des chèques vacances, c'est le milieu d'un certain nombre d'initiés qui ont eu l'habitude de connaître les villages vacances. Mais c'est quand même pas une offre qui a, jusqu'à présent, eu un comportement de promotion commerciale ou d'attractivité grand public très développé. On verra pourquoi. Ils ont eu quasiment une clientèle obligée et donc aujourd'hui on en fait les frais. On en fait les frais. C'est ce que je dis juste après. La demande solvabilisée a été historiquement fléchée. Alors je m'explique, c'est du techno ça. En français, ça veut dire que pendant une assez longue période, on a apporté des aides financières au départ en vacances des familles modestes, ou pas, soit par le biais d'aides accordées par la caisse d'allocation familiale, par les comités communaux d'action sociale, par les chèques vacances que vous connaissez sans doute et qui sont, eux, distribués par les comités d'entreprise. Mais cette aide a été fléchée. On vous donne de l'argent pour partir en vacances, mais vous allez dans les villages vacances. Ça a conduit à un effet économique qu'on connaît bien, c'est que quand on n'est pas obligé de chercher sa clientèle et de rester compétitif, on fait moins d'efforts. Et malheureusement, alors je me fais incendier chaque fois que je dis ça, parce que tout le secteur du tourisme social me flingue à vue, mais je maintiens que quand on n'est pas obligé de courir après ses clients, on fait moins d'efforts et l'offre s'est peu rénovée. Aujourd'hui, il y a un patrimoine de villages vacances qui est totalement obsolète et qui n'attire plus personne parce que ça ne correspond plus aux standards de nos concitoyens qui veulent partir en vacances dans des endroits où ils ont au moins le même confort que celui qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire une salle de bain pour eux et leur famille. Voilà. Donc c'est très dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Une partie du patrimoine du tourisme social est aujourd'hui déclassée. Je ne sais pas, on prend les questions maintenant ou on prend les questions à la fin? À la fin. Et l'offre du tourisme social, donc aujourd'hui, elle est assez décalée. Je mettrai une fausse barbe en partant. Je sens que je vais me faire encore agresser. Et pourtant, je les ai beaucoup défendus. Voilà, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous donner une illustration. Si vous avez besoin de citer des chiffres,
vous pouvez vous appuyer sur ceux-ci qui sont ceux du ministère. Donc, ils sont tout à fait fiables. On a fait une comparaison entre la manière dont évoluait le panier de la ménagère et la manière dont évoluait le panier de la ménagère en vacances. Vous regardez vous-même la décorrélation, c'est flagrant. Vous avez quasiment 20 points d'indice d'écart, plus de 20 points d'indice, presque 20 points d'indice d'écart sur une quinzaine d'années. C'est-à-dire, en gros, le coût de la vie, il a augmenté comme ça, le coût de la vie en vacances, il a augmenté comme ça. Donc, si vous restez chez vous, ça va à peu près. Si vous allez en vacances, il faut que votre budget soit beaucoup plus calibré, beaucoup plus, de façon beaucoup plus volumineuse qu'avant. Et voilà. Alors, quand on dit qu'il faudrait essayer de faire repartir les Français, il faut savoir à quel public on s'adresse. Il y a eu des débats surréalistes, voire des querelles théologiques sur ce sujet. Je maintiens ma position. Nous avons 3 publics. Nous avons un public qui est aisé. Les Français qui gagnent, on verra après, il y a une répartition des revenus des Français. Les Français qui gagnent un revenu suffisant, ils partent, ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin d'une politique spécifique. Juste peut-être ce qu'on peut faire, c'est essayer de les attirer un petit peu plus en France, parce que, voilà. Mais autrement, on n'a strictement rien à faire. Et d'ailleurs, on voit bien que la dépense touristique des Français aisés, ce qu'on appelle les cadres sup et au-delà, les catégories socio-professionnelles élevées, on regarde leurs dépenses touristiques, elle est quand même très élevée et elle continue à s'élever. Elle continue à s'élever à une nuance près, c'est que comme ils sont, cette classe de population est très souvent détentrice de résidences secondaires ou en capacité de se les faire prêter par les gens de la même catégorie sociale, faire des échanges, la dépense moyenne par tête n'est pas si différente que ça de la dépense moyenne faite par des catégories plus modestes. Les catégories modestes n'ont pas de résidence secondaire, ils vont payer un loyer, ils vont payer un établissement de plein air. Ils vont payer pour leur logement, ce qui n'est pas le cas toujours des classes aisées. Et donc, l'écart entre la dépense quotidienne moyenne, mettons, d'une famille employée, cadre moyen, est inférieur seulement de 30 € par jour à celle des classes aisées. Étonnant, hein ? Étonnant. Il fallait sortir les chiffres pour s'en convaincre, mais on l'a démontré. Donc, le public modeste n'est pas un public inintéressant. N'oubliez jamais que c'est un public intéressant, surtout dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air. Le public aidé, lui, c'est un public qui est extrêmement modeste et qui va bénéficier d'un très grand nombre d'aides. C'est un public qui peut bénéficier d'aides des chèques vacances. Ils ne sont pas tous modestes, mais il y a les aides des chèques vacances. Il y a des aides des collectivités territoriales, encore qu'elles se réduisent beaucoup. Et il y a les aides qui sont apportées par l'Agence nationale des chèques vacances, qui, avec les bénéfices qu'elle engrange, redistribue ces bénéfices pour aider 200 000 familles à partir chaque année, avec l'aide du Secours catholique, du Secours populaire, bref, de tout le secteur associatif que vous connaissez. Donc, le public aidé, il n'a pas besoin de nous. Le public aisé n'a pas besoin de nous. Le public très aidé n'a pas besoin de nous. Il y a des choses qui existent, qui marchent bien. Quel est le public qui nous intéresse ? C'est le public qui est entre les deux. Et c'est ce que moi j'ai appelé le public intermédiaire, le public de la classe moyenne. Si on regarde comment le CREDOC répartit le niveau de vie, le CREDOC classe la population. Alors, les chiffres sont de 2009. On peut les conserver aujourd'hui en rajoutant 200 € partout, sauf en bas. On est toujours en bas à 1000 et quelques. Mais après, vous rajoutez à peu près 200 €. Vous êtes sur les chiffres de 2014. Vous avez 10% de catégories pauvres. C'est les personnes aidées qu'on a vues tout à l'heure. Vous avez 10% de très très riches et 10% de catégories aisées. Ce n'est pas ceux qui nous intéressent. Et vous avez catégorie modeste et classe moyenne inférieure. Ça fait 50% de la population. Vous avez la moitié de la population qui se trouve dans la catégorie de gens qui sont pas assez riches pour partir facilement et pas assez pauvres pour être aidés.
c'est la catégorie des trop-trop, hein, la classe moyenne en phase de déclassement. On le retrouve dans d'autres domaines que dans le départ en vacances. Et vous avez donc des gens qui sont à peu près 30 millions, dont les moyens se situent entre 2 000 et 3 000 euros à peu près pour une famille de 4 personnes. Vous prenez la ligne du bas. Hein. La ligne du bas, on regarde les revenus pour une famille. On est entre 2 200 et 3 200 euros à peu près, au chiffre d'aujourd'hui. Avec ça, on peut partir quand même, un petit peu. Hein. Mais on ne le sait pas. Alors, c'est cette classe-là qui aujourd'hui renonce. Les 300 000, c'est là qu'on les a perdus. C'est ceux qui représentent un potentiel important. Il y a quand même entre 20 et 30 millions de personnes qui pourraient partir. Alors, si on enlève les causes autres, je suis mieux chez moi, je ne peux pas partir parce que j'ai un grand-père que je dois... Hein, on est sur entre 10 et 15 millions de potentiel de départ dans cette catégorie de population. C'est une population qui est déjà partie peut-être une fois dans le passé, qui est donc un petit peu acculturée. Il faudrait simplement réactiver cette culture des vacances. Il faudrait peut-être l'accompagner un petit peu pour l'aider à trouver une formule de vacances qui ne lui fasse pas peur, où elle n'ait pas le sentiment de se faire avoir. Parce que l'offre n'étant pas très lisible, l'offre abordable n'étant pas très lisible, les gens ont très peur de se faire avoir. Vous avez affaire à une population qui sait se débrouiller sur Internet, le Bon Coin, etc. Mais c'est une population qui est peut-être un peu moins à l'aise pour faire des achats d'une valeur importante. Hein. Le coût des vacances, ça représente un investissement important pour une famille sur le budget de l'année. Et donc, on sait se débrouiller sur Internet, mais pour une dépense de l'ordre de 2 000 euros, par exemple, on va peut-être avoir peur de se faire avoir. Et là, il y a besoin de quelques conseils. Et puis, surtout, on a besoin que les formules de vacances abordables soient mieux connues. Je vous disais que on a une vraie difficulté à promouvoir cette offre-là. On a l'impression que promouvoir des vacances dans la petite hôtellerie ou dans le camping qui se trouve à côté d'un parc de loisirs, c'est déchoir parce que c'est pas 5 étoiles. Eh bien si, vous avez un public pour ça. Il y a un public pour ça. Et il n'y a pas de honte à faire connaître ces offres abordables. Au contraire. Donc on a à peu près 30 millions de personnes, je vous ai dit, sur lesquelles il y en a à peu près 15 millions qui pourraient constituer une cible intéressante pour une politique de redépart. Ce sont les ménages moyens, les familles monoparentales, les jeunes salariés et les seniors. Alors les seniors, le revenu moyen d'un plus de 60 ans aujourd'hui dans notre pays, c'est 1 965 euros par mois. C'est des gens qui ont du temps, c'est des gens qui ont de l'argent, parce que le salaire médian, il est à 1 600 euros, donc ils ont un revenu qui est supérieur au salaire médian. Vous savez ce que c'est le salaire médian ? Vous avez la moitié des Français qui gagnent plus, la moitié des Français qui gagnent moins. Le salaire moyen du senior, il est supérieur au salaire médian. Donc on a une population qui est potentiellement solvable. Vous avez des retraités qui sont encore à peu près en bon état, hein, c'est quelque chose, et qui sont des consommateurs susceptibles de partir, et qui en plus ont des petits-enfants. On a un public qui est extrêmement intéressant, parce que acculturer les petits-enfants aux vacances, c'est très important. On le verra tout à l'heure. La perte des colonies de vacances est en partie une des raisons pour lesquelles on a perdu autant de Français. Je suis dans les temps ou pas ? Je suis dans les temps. Voilà. Donc, voilà la population qu'il faut essayer de cibler. Pour enrayer la baisse du départ des Français, on a 4 ou 5 actions relativement simples que d'ailleurs la ministre, Madame Pinel, a décidé de mettre en œuvre et que Madame Delga, qui l'a remplacée sur les responsabilités du tourisme des Français, on va dire, a également repris à son compte. Donc on peut espérer que ceci n'aura pas été totalement inutile. Premièrement, enrayer la baisse du départ des enfants en colonie et en classe verte. Pourquoi ? Parce qu'on en a perdu beaucoup jusqu'à présent et qu'un tiers des Français qui ne partent pas sont des gens qui ne sont pas partis enfants. Quelqu'un qui est parti enfant, il repartira. Il aura envie d'emmener ses propres enfants. Et souvent, il repartira la première fois là où il est allé en colonie de vacances enfant.
Il faut faciliter la rencontre de l'offre abordable et de la demande. Ça, c'est un programme qu'on appelle VAC Ensemble et qui va être mis en place par l'Agence nationale des chèques vacances. Aider à construire le projet vacances pour que les personnes qui ne savent pas faire puissent trouver des aides et qui ne soient pas des aides apportées par des travailleurs sociaux. Et pousser l'offre à s'adapter aux nouvelles attentes. Là, je vais me faire incendier encore. Et enfin, veiller à conserver les sites abordables. Je reviens très rapidement sur chacun de ces points. On a beaucoup perdu de départ en colonie de vacances et en classe verte pour des raisons de coût et pour des raisons de confiance. Les parents ont eu peur depuis l'affaire du drac, depuis les affaires, on va dire, de pédophilie. Les parents ont peur et ils ont peur de faire partir leurs enfants. Le coût des colonies de vacances est considérablement renchéri. C'est un fait, hein, quand on interroge, je vous vois sourire, mais il y a une espèce d'angoisse des parents. Et le coût des colonies de vacances est considérablement renchéri devant ce que j'appelle l'escalade normative. Là aussi, ma carrière administrative étant terminée, je me libère un peu, mais vous savez, la norme, à peine elle est sortie, hop, on en fait une autre. Voilà. L'escalade normative, je pense que le secteur privé comprend très bien ce que je veux dire. L'escalade normative finit par être un obstacle parce qu'à force d'augmenter les normes, finalement, les gens renoncent. Il y a des centres de vacances aujourd'hui qui renoncent à se mettre aux normes, tout simplement parce que financièrement, ils n'y arrivent plus et donc ils ferment. Donc on a une baisse de la fréquentation des enfants et on a une baisse de l'offre. Et pourtant, il existe une demande réelle et solvable. Et aujourd'hui, la demande solvable, c'est celle des enfants de familles aisées qui vont faire des stages à thème, coûteux. Voilà. Les autres, si la caisse d'allocation familiale donne une aide à la famille, au mieux, ils iront passer une semaine en colonie de vacances ou des tentes marabouts. Excusez-moi, mais il y a des moments où je suis un peu... voilà pour les colos. La rencontre de l'offre abordable et de la demande modeste, on est arrivé à une conclusion qui était d'ailleurs évoquée par les acteurs eux-mêmes. Tout lit économique, tout lit touristique vide est une faute économique. Parce que s'il est vide, c'est une denrée hautement périssable. On ne peut pas recycler le lendemain à la chambre vide. Tout lit touristique vide est une faute économique. Et tout lit touristique vide est une faute sociale, est une erreur sociale. Parce qu'il vaut mieux le vendre à un prix réduit, mais le vendre. Au moins, ça aide à amortir les charges fixes sur au moins l'occupation d'une chambre. Et vous pouvez créer une demande, une attente, rendre crédible l'idée que les vacances, c'est pour tout le monde. Donc ça, les opérateurs ne s'y sont pas trompés, y compris le secteur privé. Et ils ont été prêts à travailler avec nous sur le fait de dire j'ai des lits vides, je les mets à disposition, y compris de familles modestes qui ne pourraient pas se payer le tarif plein. Pour que les gens aient confiance, pour éviter que les opérateurs, passez-moi l'expression, n'utilisent à bon compte leur chambre avec vue sur le garage non louée. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez ce que je veux dire. Pour éviter que des familles qui auraient les moyens de payer profitent d'offres à bas coût, il faut qu'on ait un site qui mette en regard l'offre abordable et la demande modeste, un site qui donne confiance. Et donc on a demandé à l'Agence nationale des chèques vacances, qui est un opérateur placé sous la tutelle de l'État, de monter ce portail où des hôtels, des fédérations de camping, des centres de vacances, des parcs de loisirs ont accepté de déposer des offres. Ce sera opérationnel l'année prochaine. Et en face, vous aurez des familles qui pourront s'adresser et réserver via ce portail, de manière à ce qu'on ait moins de lits vides et moins de familles qui ne partent pas. Voilà. Alors, je ne vous cache pas les réticences. Hein. Là aussi, je me suis fait barbouiller de goudron et de plumes parce que c'était absolument scandaleux d'envoyer les pauvres dans des endroits qui pouvaient être chics. Et voilà. J'ai eu des remarques. Les pauvres ne vont pas dans les hôtels chics. Alors, après, aider les gens à matérialiser leur désir de vacances. Tout le monde rêve des vacances. On a vu que socialement, ça avait un impact extrêmement fort. Mais il y a énormément de gens
qui, d'abord, voudraient partir, mais sans demander des aides financières parce qu'ils n'en ont pas besoin, et n'ont pas du tout envie d'aller voir l'assistante sociale du coin pour que celle-ci mette son nez dans leur budget pour leur donner 3 francs 6 sous pour partir en vacances. Ce qu'on appelle la réticence à l'aide. En plus, souvent, et ça c'est une caractéristique de notre pays, l'accès à l'aide est tellement compliqué qu'on a un phénomène qu'on appelle la dissuasion bureaucratique. C'est tellement compliqué que vous renoncez. On a beaucoup d'aides au départ en vacances qui sont comme ça aujourd'hui. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, plutôt que d'accorder des aides financières, accorder des conseils. Et accorder des conseils par des gens qui sont des pères, des voisins, des amis, des cousins, qui sont partis en vacances et qui peuvent aider la famille en lui disant « Écoute, c'est pas si compliqué, moi je suis allée là, voilà ». Parce que si vous donnez des conseils, faites donner des conseils par des travailleurs sociaux, les gens, vous accroissez le sentiment de déclassement social. Non seulement je ne pars pas en vacances, mais en plus il faut que ce soit l'assistante sociale qui m'aide. C'est juste pas acceptable, quoi, psychologiquement. Donc on souhaite créer un réseau de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui pourraient faire ça dans les centres sociaux. Les endroits où on a vu des expérimentations, ça marche très très bien. Donc on pense qu'il faut réunir un groupe d'associations qui pourrait monter un réseau de ce type avec des bénévoles. Voilà. Pousser l'offre à s'adapter. Alors, bon, je vais essayer de le dire d'une manière pas trop choquante. Alors, il faut bien voir qu'on a vécu pendant très longtemps avec un monde qui était le monde commercial pour les gens solvables, et puis le monde du tourisme associatif qui s'occupait des gens moins solvables ou des gens solvables, mais qui, quelque part, vivaient un peu dans son monde. On est beaucoup sur l'entre-soi dans le secteur du tourisme, avec cette frontière anormale entre le secteur commercial et le secteur associatif. Or, on voit aujourd'hui que vous avez des gens modestes qui vont dans le secteur commercial, que vous avez des gens aisés qui vont dans les villages de vacances du tourisme associatif, parce que quand vous regardez les tarifs, c'est pas si gratuit que ça, loin de là. Moi, j'ai fait un calcul pour un certain niveau de revenus. Le bas de la classe moyenne, pour se payer une semaine en village vacances associatif, il faut économiser 2 mois. On est sur un budget mensuel de 2 000 €. Ce que ça représente, c'est pas si gratuit que ça, les villages vacances aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la séparation théorique qu'il y avait entre le secteur commercial et le secteur du tourisme associatif est un peu floue. Et ils auraient intérêt à collaborer parce que finalement, reconstituer une offre qui soit sur un trend sans interruption, ce serait probablement meilleur et plus lisible pour nos concitoyens. Mais aujourd'hui, on a vraiment 2 politiques qui sont assez différentes. Alors, les choses évoluent un petit peu avec le portail dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. J'ai été confrontée à une idée tenace, selon laquelle, quand on apporte des aides financières au départ en vacances d'une famille, celle-ci est redevable de devoirs de vacances, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un programme éducatif. Je l'ai entendu. Il faut un programme éducatif. Les vacances, c'est éducatif. De la même manière que quand un jeune se voit financé par la mission locale, un départ en vacances, il faut qu'il fasse des devoirs d'insertion. C'est compliqué quand même. Je crois qu'on ne peut pas tenir ce langage-là, ou alors il faut le rénover un petit peu. Sinon, on va se heurter à des gens qui vont dire écoutez, non, je renonce. Moi, j'ai envie d'aller en vacances pour être avec ma famille. J'y vais pas pour avoir des cours sur la finance internationale, parce que ça, je l'ai vu dans un village vacances. Programme, le matin, il y avait des cours sur la finance internationale. C'est passionnant, la finance internationale. C'est passionnant. Mais peut-être pas en vacances, voilà. Je vais me faire incendier. Mais ça fait rien. Je pars en vacances. Et l'autre idée très tenace, selon laquelle seuls les très pauvres doivent être aidés. Et moi, je ne partage pas du tout cette idée, puisqu'on a bien vu qu'il y a la moitié des cas dans lesquels c'est une question de pauvreté, mais la moitié des cas dans lesquels ça n'est pas une question de pauvreté. Ou en tout cas, pas de pauvreté financière. Peut-être un peu d'isolement culturel, mais pas de pauvreté financière. Et ceux-là aussi, ils méritent qu'on s'intéresse à eux. Enfin, on a un premier sujet qui est un éclatement des acteurs.
On a des acteurs institutionnels très nombreux. Dans le tourisme, vous en savez quelque chose, ce sera votre métier. Mais vous voyez bien que rien que, par exemple, sur les offices de tourisme, vous avez 3 niveaux. Vous avez 3 niveaux géographiques. Hein. Vous avez les régions, vous avez les départements, vous avez les collectivités, vous avez les communes ou les intercommunes. Vous avez des niveaux nationaux, vous avez des agences, vous avez, en matière d'acteurs économiques, vous avez un très grand nombre d'acteurs économiques qui sont très éclatés, qui ne se parlent pas, qui ne sont pas regroupés. Donc ça, c'est très difficile pour arriver à construire une politique qui soit une politique un petit peu homogène. Le deuxième obstacle, c'est l'absence de lignes claires et pérennes. Parce que, toujours pareil, quand vous voulez monter une politique publique, il faut dire la cible et puis il faut s'y tenir pendant 2-3 ans. Parce que si vous changez de ministre tous les 3 mois, ça devient un petit peu compliqué pour les opérateurs à savoir où on va. Alors, la ligne est maintenue, mais la ligne est maintenue parce que j'ai vu Madame Delga qui... voilà. Sauf qu'entre-temps, on a eu 6 à 8 mois pendant lesquels ça a flotté. Et pendant ce temps, les opérateurs se sont dit, bon, bah, on verra plus tard, quoi. On attend, on attend. Et ça, pour une politique publique, c'est quand même un obstacle. Ensuite, on a ce que je vous disais tout à l'heure, le syndrome de l'escalade normative. Ça, c'est très français. Mais effectivement, dans le domaine du tourisme, on a vu que ça avait considérablement renchéri un certain nombre de coûts et qu'il y a également une barrière à l'entrée technique. Ça devient très compliqué aujourd'hui de monter un dossier de mise aux normes. Je pense notamment à la petite hôtellerie qui est très, très, très percutée par ces normes d'accessibilité. Enfin, nous avons la dissuasion bureaucratique. Ça, je vous ai expliqué tout à l'heure comment ça marchait. Les zones réservées et les corporatistes, et notamment la permanence d'un certain nombre de segmentations. On a vu la segmentation entre le secteur commercial et le secteur du tourisme social associatif. Je vous rassure, il y en a d'autres. Entre le luxe et le pas luxe, entre la petite hôtellerie et la grande hôtellerie. Voilà. On a donc affaire à un secteur qui est extrêmement éclaté. Donc, pour arriver à entraîner cette mécanique, c'est quand même assez difficile. D'autant qu'il y a certains acteurs, notamment le tourisme social associatif, qui se réveillent un petit peu tard. Ils ont compris les enjeux, notamment parce qu'ils sont en train de perdre une grosse partie de leur patrimoine. Ils ont perdu les enjeux. Ils ont compris les enjeux. Simplement, pendant ce temps, le train a avancé. Et donc, le retard à rattraper est assez important. Il y aurait grand besoin d'un plan de rénovation du patrimoine du tourisme associatif qui n'est aujourd'hui existant que dans ce rapport. Voilà. Il y a quelques raisons d'espérer quand même, parce que moi, j'ai travaillé en rencontrant beaucoup d'opérateurs sur le terrain. On est quand même... Enfin, on comprend mieux les choses que si on reste dans son bureau à Bercy. Donc, c'est bien d'aller écouter les gens. J'ai rencontré des régions qui sont extrêmement motivées, qui ont parfaitement compris que le tourisme de leurs concitoyens était une richesse pour leur région. Et donc, on commençait à développer des politiques tout à fait intéressantes de mise en valeur de l'offre touristique de proximité, avec des offres très très simples du genre la mer à 1 euro pour les familles modestes du confins de la Picardie terrienne qui ne sont jamais à la mer. Et ben, ils peuvent y aller en payant 1 euro le train. Ils y vont une fois, après ils vont en vacances. Donc voilà, on a des expériences comme ça qui ont été menées par des régions. Je citerai Rhône-Alpes qui a absolument voulu réconcilier les jeunes Rhône-Alpins avec le ski, parce que c'est bien qu'il y ait beaucoup de franciliens qui font du ski. C'est pas mal quand même s'il y a le gamin de la banlieue dans la vallée qui peut aussi monter un peu voir la neige. Hein. Donc la région Rhône-Alpes a monté un magnifique programme en direction des jeunes. Ça a été un succès formidable. Voilà, donc il y a des régions qui font un boulot remarquable. Et puis moi j'ai rencontré des opérateurs et demain vous serez à la tête d'un certain nombre de ces opérateurs et j'espère que vous aurez entendu le message, qui sont extrêmement constructifs et positifs. On a des gens qui ont envie de se bouger, on a des gestionnaires du patrimoine touristique en France qui ont parfaitement compris qu'il y avait des choses à développer, que le tourisme de nos voisins était tout à fait intéressant, mais qu'il fallait aussi développer beaucoup de choses avec nos propres concitoyens. Et on a une véritable ouverture aujourd'hui. Alors, je ne parle pas des palaces franciliens, mais on a vraiment sur l'hôtellerie de province et l'hôtellerie même francilienne, on a de vrais enjeux et des opérateurs qui ont vraiment envie de jouer le jeu. Donc, je trouve que là, voilà, c'est une des raisons d'espérer.
Ce que je vous ai dit sur les obstacles à une politique, c'est absolument pas propre au tourisme. On le retrouve ailleurs. Merci de votre attention. Merci. J'ai beaucoup apprécié votre exposé parce qu'en fait, il m'a appris beaucoup de choses, même si je pouvais subodorer un certain nombre de choses, mais j'ai beaucoup été frappé par l'évolution du coût du panier des vacances. Alors certes, je le subodorais, mais à un point tel que ça me surprend quand même beaucoup. Et donc, et puis, j'allais dire, aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut aider les gens à partir, parce que vous l'avez bien montré, ceux qui sont en grande désespérance sociale sont fléchés par les aides. Alors on peut essayer de comprendre si elles sont efficaces ou pas, ces aides, mais malgré tout, elles existent. Et je me demandais s'il ne fallait pas mieux aider les opérateurs à se moderniser. Et le dernier point que vous avez abordé sur la petite hôtellerie me semble généralement oublié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense hôtellerie, on pense Palace, on pense au groupe Accor, globalement, en France, et on oublie que l'essentiel de l'hôtellerie en France, c'est de la petite hôtellerie familiale, que ces petits hôtels sont souvent fermés la moitié de l'année, notamment dans les zones rurales, mais aussi à la montagne, etc. Et donc, pour des raisons que l'on comprend bien, et donc la rentabilité, au-delà même des normes, est aujourd'hui plus assurée. Et moi, je me demandais s'il ne fallait pas davantage s'occuper des opérateurs. Ensuite, et pour être aussi provocant que vous, nous avons un ministre de l'économie qui vient d'ouvrir les lignes de bus pour les pauvres. Au moins, ils ne monteront pas dans le dernier wagon de TGV. Donc au moins, ils pourront prendre le bus. Mais là aussi, je crois que, vous l'avez bien souligné, le coût du transport est aussi important. On pourrait parler effectivement de la voiture. Et là aussi, on voit bien que le vieillissement du parc de voitures en France, lié aussi à l'absence de renouvellement, etc., fait qu'on on a du mal à partir avec sa voiture. Quand on a une voiture qui a 250 000 km, voilà, bon, et qu'on n'a pas pu la renouveler parce qu'on n'a pas les moyens, ben on ne part pas en vacances, et le train c'est cher, le bus ça n'existe pas effectivement sur les distances moyennes, et donc c'est effectivement le transport est aussi une contrainte. Et ensuite, j'aimerais aussi souligner effectivement que lorsque l'on parle du tourisme, on parle tourisme international, on essaie d'attirer des Chinois, alors ils viennent de très loin, ils dépensent beaucoup, certes, pour certains, mais ça ne va pas durer. Bon, les avions, ça va coûter de plus en plus cher, il y en aura peut-être même de moins en moins, à terme. Je ne voudrais pas être... Enfin, ça marche quand même avec une énergie qui n'est pas très renouvelable et qui s'épuise. Donc, bien évidemment, on peut s'intéresser à nos voisins immédiats, mais aussi aux Français qui sont quand même les premiers touristes sur leur territoire. Et je trouve qu'effectivement, vous avez raison de souligner que l'on oublie un peu trop souvent cette population, parce qu'on ne voit le tourisme que comme une forme d'exportation et pas comme une forme, effectivement, de connaissance du territoire. Et donc, c'était davantage ces remarques, mais c'est surtout une question, c'est faut-il mieux aider les opérateurs ou aider les gens, je parle financièrement, à partir. Je vais peut-être vous répondre sur les opérateurs, parce que je partage assez votre analyse. Quand j'ai rendu mes conclusions à Madame Pinel, j'avais ajouté une partie très importante du rapport sur l'aide à apporter au tourisme social et associatif pour se rénover, notamment rénover le patrimoine. Aujourd'hui, on est confronté à une situation qui est relativement simple. Vous avez historiquement un patrimoine qui a été construit dans des zones particulièrement attractives touristiquement. C'est le plan Racine, c'est la Miossec. Bref. À cette époque, on a finalement fait des emprises foncières sur des sites tout à fait remarquables et qui ont été exploités par des villages vacances ou des centres de vacances qui en ont fait profiter une population qui était une population qui autrement n'aurait pas pu partir dans ces endroits-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec la perte de rentabilité forte du tourisme social associatif,
des centres de ce type sont menacés d'être cédés. C'est-à-dire, ils ne sont plus rentables parce qu'ils n'arrivent pas à les rénover et ils n'arrivent pas à les remplir. Et là, on a deux risques. On a un premier risque, c'est que ça tombe dans le secteur strictement privé et que ça devienne des lits froids. On a des exemples dans lesquels des résidences de ce type ont été transformées en résidences secondaires. Vous savez comme moi que le lit froid, ça n'a pas le même impact touristique sur une commune qu'un centre de vacances qui est utilisé toute l'année. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le risque, c'est à terme que ne reste de tourisme social associatif que dans les zones où personne ne va. Alors, voilà. D'où l'insistance que j'avais mise pour qu'on établisse un vrai plan patrimoine en direction du tourisme social associatif. Et j'avais glissé que si on s'intéressait au tourisme des Français modestes, il fallait qu'on travaille aussi avec la petite hôtellerie parce qu'elle était aussi concernée par ce public-là. Et l'organisation professionnelle de la petite hôtellerie était complètement d'accord avec cette analyse. Bon. Après, est-ce que ce plan patrimoine verra le jour ? J'en sais rien. Pour l'instant, il ne fait pas partie des priorités. Mais je partage votre analyse. On a un problème qui est ni un problème d'offre, ni un problème de demande, on a les deux. Vous savez, c'est le grand débat. Hein. On fait une politique de l'offre ou on fait une politique de demande ? C'est le débat surréaliste par excellence. Parce qu'il faut qu'on fasse des choses sur l'offre et il faut qu'on fasse des choses sur la demande. Et sur l'offre, je pense qu'il faudrait effectivement qu'on mette en place un plan pour aider une partie de notre patrimoine à se rénover et à redevenir compétitif. Mais bon, ce n'est pas moi qui ai la réponse à ce stade. Le low cost a diminué le coût des transports lointains, mais paradoxalement, le coût des transports à l'intérieur du territoire a considérablement augmenté, que ce soit le prix du train, le prix de la voiture avec les péages et l'essence, le bus qui n'est pas encore libéralisé, donc on ne peut pas avoir la concurrence du bus, ça va être libéralisé. Et la SNCF a créé une société qui s'appelle ID-Bus, qui va se positionner sur ce segment. Puis il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement le coût d'entretien du parc automobile et le coût du dernier kilomètre. Même si vous arrivez à décrocher un billet de train à prix tout à fait compétitif avec Ouigo, par exemple. Vous partez de Marne-la-Vallée ou de Massy-Palaiseau, vous arrivez à Marseille. Qu'est-ce que vous faites à Aix? Vous arrivez à Aix, la gare d'Aix. Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas une voiture ou si vous n'avez pas un système complémentaire, vous n'atteindrez pas votre lieu de vacances, sauf à payer un taxi qui va vous coûter 3 fois le prix de Ouigo. Vous voyez, c'est le prix du dernier kilomètre qui est extrêmement important en matière de transport. Aujourd'hui, moi je voyage énormément en France, je paye moins cher d'avion que de taxi pour aller à l'aéroport. Faites le calcul, vous allez voir. Donc, il y a un vrai problème du coût du dernier kilomètre, notamment pour les vacances, parce que quand vous partez en vacances, vous ne partez pas en vacances à la gare. Hein. Il faut que vous assuriez le transport sur le dernier segment, et c'est souvent celui-là qui est assez coûteux et mal organisé. Alors ça tombe bien, j'ai un étudiant en thèse, CIFRE d'ailleurs, pour la SNCF, qui travaille sur ce sujet-là, le coût du dernier kilomètre et comment résoudre le coût du dernier kilomètre. Alors, je ne sais pas si dans 3 ans il aura trouvé la solution, mais j'espère. Mais cela dit, c'est un vrai problème pour les vacances. Mais pas seulement pour les vacances, pour les autres déplacements aussi, mais c'est vrai que pour les vacances, c'est un vrai problème. Oui. Bonsoir. Alors en fait, j'avais une petite question. Hier, j'ai vu donc aux infos que Ségolène Royal soumettait l'idée éventuellement d'une gratuité des péages. Est-ce que vous... Oui. Voilà. Vous m'entendez? Oui, le week-end. Est-ce que vous pensez que ça pourrait justement pousser les Français à partir, même si c'est que pour une courte durée? Écoutez, je vais vous dire oui, parce que les Français qui partent avec leur voiture, ils ont la possibilité déjà depuis 2 ans d'utiliser les chèques vacances pour payer le péage. Hein.
eh bien, ils l'utilisent beaucoup. Ils l'utilisent beaucoup parce que le péage est un élément important du coût du déplacement. Et c'est vrai que c'est un élément de vitesse et de sécurité. Et on peut imaginer que, par exemple, les gens qui ne partent même pas un week-end, ils pourraient partir au moins en excursion. Ce qu'on appelle l'excursion en droit du tourisme, c'est la journée. Hein. Au moins en excursion. Et ce qu'on sait d'expérience, c'est que si vous partez en excursion une journée, une fois, avec vos enfants, vous recommencez. Vous recommencez parce qu'il y a une acculturation, puis il y a une appétence. Et puis le fait d'avoir réussi votre journée, vous avez envie de partir un week-end. Et là, effectivement, le fait de peut-être de rendre les péages, certains péages gratuits le week-end, ça pourrait tout à fait augmenter un petit peu le nombre de Français qui partent, enfin réduire le nombre, les 35% de Français qui partent même pas un week-end. Voilà. Maintenant, après, il faut voir si les prix ne sont pas répercutés, j'en sais rien. C'est toujours compliqué. Hein. Voilà, c'est jamais gratuit pour tout le monde. Je veux savoir comment vous comptiez relancer l'expérience touristique dans un contexte de politique économique récessive, puisqu'on ne parle pas de tourisme, on parle d'efforts, d'impôts, de réduction d'un nombre d'aides. Ça mine le moral des gens, ça mine l'Europe depuis 5 ou 6 ans. Est-ce que vous n'êtes pas, en plus des contraintes économiques, liées par une contrainte culturelle où on a oublié que le PIB avait doublé en 30 ans en diminuant les heures de travail 7%? Je vais vous dire, un jour, on faisait une réunion à Bercy avec tous les gens qui travaillaient avec moi sur ce rapport, et notamment tous les opérateurs. Et puis à Bercy, c'est vraiment sérieux. Il y a un monsieur qui est passé, qui, je pense, devait... et alors, on avait comme titre, on avait Vacances pour tous, lutte contre la fracture touristique. Le titre était affiché de notre groupe de travail. Et le monsieur, furieux, est allé se plaindre à l'accueil en disant c'est un scandale. C'est un scandale de parler des vacances alors que nous sommes tous dans une situation épouvantable, etc. Et j'ai failli, je me suis retenue, j'ai failli lui faire un cours d'économie pour lui expliquer que voilà, la confiance, l'économie, ça marche avec du PIB, ça marche aussi avec de la confiance, ça marche avec du bien-être, ça marche avec une certaine cohésion sociale, et que si on ne s'intéresse pas à ces sujets-là, eh ben on a 7% du PIB qui va se casser la figure. Voilà. Peut-être pas 7, parce qu'on aura encore quelques Chinois qui viendront acheter des sacs Hermès aux Galeries Lafayette pour enrichir l'actionnaire des Galeries Lafayette. Ça ne crée pas d'emploi, ça. Hein. Ça ne crée pas d'emploi, ça. Hein. Ça améliore le rendement de l'action des Galeries Lafayette. On est bien d'accord. Voilà. Pardon ? Même le dimanche. Donc, c'est bien parce que le luxe, voilà, ça vend la France et tout. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une activité économique. Et ce qu'il faut qu'on regarde, c'est le volume d'activité économique que ça procure et la nature de cette activité économique. Est-ce qu'il y a de l'emploi ? Est-ce qu'elle est diversifiée ? Est-ce qu'elle touche des petits opérateurs ? Est-ce qu'elle aide à maintenir un patrimoine d'opérateurs répartis sur le territoire ou pas ? Et à ce compte-là, on voit qu'on a vraiment intérêt à travailler sur les deux segments. Les deux segments. Le tourisme international, qui a un potentiel de croissance très important parce que les classes moyennes sont en train de se développer dans des pays très peuplés comme la Chine, mais également comme l'Inde, comme une partie de l'Amérique latine, et que là, on a un potentiel de gens désireux de découvrir l'Europe qu'on n'a pas du tout commencé à explorer, qui peuvent vraiment venir, mais il y a aussi nos concitoyens dont il ne faut pas qu'on néglige l'impact économique. Et moi, je voulais vous poser une question sur vous, votre comportement de vacances. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, mais pour vous, les vacances, c'est facile à organiser, c'est financièrement accessible, vous partez avec les parents, vous partez avec les copains, vous travaillez pour vous payer vos vacances. Il y a un étudiant sur 2 qui travaille pour payer ses études. Bon, déjà. Hein. Moi, j'ai un vrai souci avec les jeunes. Alors, d'un côté, on me dit, les jeunes, ils sont très habiles, ils trouvent tout un tas de bons plans et ils arrivent à partir pour pas cher. Je pense que ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on me dit aussi, mais ça, c'est plus du point de vue des provinciaux et des provinciaux qui font moins d'études supérieures que vous,
ils partent de moins en moins. Ils sont de plus en plus concentrés sur leur région, même parfois leur ville. Alors, je ne sais pas, vous, voilà, vous faites partie des privilégiés quand même, des étudiants privilégiés. Vous êtes arrivé à un haut niveau d'études. Je vous vois vers ça. Si, quand même. Prenez l'apprenti de base, c'est bien. Vous êtes arrivé à un niveau qui vous permet d'espérer positivement une vie professionnelle de développement. Donc vous, comment faites-vous pour vos vacances? Comment vous vivez les vacances? C'est important, c'est pas important, les sacrifices voilà, mais j'aimerais bien qu'il me dise, voilà. Bonjour. Donc, effectivement, je viens de Toulouse. Donc moi, pour partir en vacances, personnellement, je travaille, oui, l'été. Et après, sur Internet, maintenant, on maîtrise un petit peu, donc on trouve facilement des offres. Voilà. Et après, sinon, je pars plutôt vers l'Espagne, parce que Toulouse et l'Espagne, c'est à côté, donc en voiture, c'est pas très cher. Voilà, pour mes vacances. Bonjour. Moi, je suis des États-Unis. Pour les vacances, vraiment... Vous retournez aux États-Unis? Je ne sais pas. Je crois que je vais devoir travailler pour rester ici. Mais oui, normalement, pour les vacances, on sort avec la famille, mais oui, c'est difficile. On avait la crise économique comme vous, mais un peu pire, à mon avis. Mais... normalement, on reste chez nous maintenant. On reste chez nous, on reste dans l'État, on ne voyage pas beaucoup parce que prendre l'avion, c'est très cher. Et il faut le faire pour voyager aux États-Unis. Pour les week-ends, c'est sûr que moi, j'utilise le covoiturage, beaucoup. Voilà, je dors chez des amis et ça me permet de passer... des bons week-ends, et c'est cool, et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Bonjour à tous. Je suis brésilienne et à partir du moment que j'ai commencé à travailler, je me donne le droit de voyager, de faire les vacances de 30 jours. Là-bas, on a 30 jours direct. Donc, tous les mois, je réserve une valeur pour avoir, au fond des 12 mois, avoir l'argent suffisant pour pouvoir bien voyager. Et c'est ça. J'aimerais ajouter quelque chose. Aux États-Unis, en fait, l'université, c'est très cher. C'est environ 30 000, 40 000 dollars par an. Donc, après, beaucoup d'étudiants comme moi sont en situation où ils n'ont pas du tout l'argent pour dépenser pour les vacances. Ils sont en dette, il faut payer leurs dettes et tout ça. Et on est obligé de commencer le travail dès qu'on sort de l'université, pendant l'été, pendant toute l'année. Normalement, c'est des travails banals. C'est pas, on attend à avoir des bons travails après, mais c'est jamais le cas. Donc, les vacances, c'est pas une question. On ne les fait pas. C'est normal. On n'a pas que des raisons de se plaindre. Pour formuler deux remarques. L'une à destination de Sylvain, pour rappeler que Carole Delga et Sylvia Pinel étaient, sauf erreur de ma part, des Toulousains de souche. Et donc, ça légitime la question qui était posée tout à l'heure. Mais plus sérieusement, dans le cadre de votre étude, vous avez évidemment été amené à faire quelques comparaisons avec des initiatives prises par d'autres pays européens un peu comparables aux nôtres. Est-ce qu'apparaissent des éléments d'une politique de traitement de la fracture touristique qui pourrait révéler
à la fois une capacité innovante et une capacité d'efficacité. Il existe une organisation internationale du tourisme social, avec laquelle, bien entendu, j'ai travaillé. Et puis, je suis allée plusieurs fois auprès des services de la Commission à Bruxelles pour voir comment ils sentaient les choses, quoi. Et en fait, le tourisme dit social ou le tourisme pour les gens modestes, c'est quelque chose qui ne lui parle pas du tout. Mais pas du tout. Le tourisme social, il y a quelques initiatives en Belgique. Il y a quelques initiatives en Italie où ils ont essayé aussi de monter quelques structures d'aide au départ en vacances. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une spécificité franco-française, notamment le chèque vacances. Alors on nous regarde avec des yeux complètement ébahis quand on dit qu'on a un système de ce type. Il y a quelques pays qui commencent à s'y intéresser, par exemple la Pologne, je crois, ou la Tchéquie, je ne sais plus, qui demandaient comment fonctionnait ce système. Donc, on voit que, c'est encore une exception française. Un peu. Hein. On a le sentiment qu'on est un peu décalé par rapport aux autres pays. Deuxièmement, on a quand même le sentiment que ça fait envie. Et que d'autres pays se disent que notre raisonnement n'est pas si sot que ça. Troisièmement, ce que disait la Commission européenne, c'est qu'on avait une offre qui, parce que dès le départ, elle s'était intéressée aux Français qui ne partaient pas ou qui partaient peu, était une offre qui pouvait intéresser les classes moyennes européennes, et que donc, quelque part, on avait sans doute une carte à jouer, notamment avec notre programme Vac Ensemble, là, où on peut ratisser assez largement sur des offres abordables en direction des Français, mais également de familles modestes en Europe, parce que la crise touche tout le monde. Donc il y a peut-être d'autres classes moyennes dans d'autres pays qui pourraient être intéressées par notre offre. Donc moi, j'en suis restée là. Je vais vous raconter une anecdote qui est quand même assez significative. Vous savez que les Britanniques ont employé le terme tourisme social dans un sens tout à fait différent du nôtre, en disant on ne veut pas du tourisme social parce que pour eux, dans leur esprit, le tourisme social, c'est l'immigration de gens qui viennent pour toucher les prestations sociales. Voilà, ça vous donne une idée de la difficulté qu'on a à expliquer notre concept du tourisme social associatif en France. On ne parle pas la même langue, quoi. Et que les autres partent pas en vacances, alors là, tout le monde s'en contrefiche. Dans les autres pays, tout le monde s'en contrefiche. Je vous dis, à l'exception de nos amis belges et des Italiens qui ont, comme d'habitude, des opérations un peu coopératives, collaboratives, il n'existe pas de tourisme social structuré comme nous l'avons dans notre pays. Et ça fait bien envie à certains pays, notamment les organisations syndicales présentes auprès de la Commission, qui considèrent que ce serait peut-être quelque chose à discuter, notamment dans le cadre du droit du travail, qui est peut-être une extension du mécanisme des chèques vacances. Vous connaissez le chèque vacances, vous savez comment ça marche, hein. Voilà, mais c'est à peu près tout. Bien, ben merci. On va arrêter pour tenir le timing. Donc merci beaucoup pour ce franc-parler, parce que je crois que ça a décoiffé, mais c'est super intéressant. Merci.